Vous savez, on parle d'états intriqués dans le quantique, et on ne comprend rien aux états intriqués. On ne comprend rien aux états intriqués parce que les gens vous disent qu'il y a une réduction du paquet d'ondes, etc. Mais elle se produit à quel moment? Au moment où on regarde un des deux états intriqués, ça ne marche pas. C'est ce que Einstein appelait spooky action at a distance. Ça va plus vite que la vitesse de la lumière, et ça a été mesuré expérimentalement. Donc on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et la raison, je prétends, pour laquelle on ne comprend pas ce qui se passe, c'est qu'on veut tout écrire en fonction du temps. On veut écrire une histoire. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et probablement ce qui se passe, c'est que les états intriqués, ça veut dire en fait que l'aléa du quantique, il est relié au point A et au point B. C'est-à-dire, au lieu d'être purement aléatoire, en fait, il y a une relation entre l'aléa au point A et l'aléa au point B. C'est ça l'intrication. Et il faudrait faire la même analyse abstraite que celle qu'avait faite Einstein pour comprendre en quel sens, si vous voulez, c'est ça qui fait que nous ressentons le passage du temps comme nous le ressentons. Il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'au niveau fondamental, il est impossible que les deux théories soient vraies, parce qu'elles disent des choses contradictoires. Le message important à retenir, c'est qu'il existe autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents, et ce n'est pas la peine d'invoquer un temps unique dans un référentiel particulier, depuis lequel on pourrait comparer les situations. Puisque ce que dit la relativité, c'est qu'il n'y a pas de référentiel comme ça. Il n'y a pas de référentiel dont on puisse dire qu'il est absolu. Encore une fois, on n'est pas capable de prouver que la mécanique quantique est fausse, mais ce qu'on est capable de montrer, c'est que les théories dont rêvait Einstein, elles, sûrement ne vont pas marcher. Voilà. Parce qu'un élément de réalité dont la réalité dépend du point de vue n'est pas un élément de réalité. Alors si je dis cette bouteille est une bouteille parce que j'en ai une vue partielle et en faisant un demi-tour autour d'elle, je ne vois plus de bouteille, c'est que ce n'est pas une bouteille. Le principe profond est qu'on ne peut pas faire d'expériences qui nous disent si le bateau bouge ou non dans ces conditions-là. Ça n'existe pas. Ça s'appelle le principe de relativité. Aucune expérience pratique ne peut vérifier vos axiomes concernant l'infini. Hein, c'est bien évident. C'est pas possible. Parce que si vous voulez dire je vais vérifier qu'il y a autant de nombres entiers que je veux, bah oui, on peut pas. Hein. Si je veux vérifier qu'en traversant le jardin des plantes en diagonale, je fais bien un chemin qui est égal à la racine de 2 au lieu de 2, non, ça ne marchera pas, parce que vous ne pourrez pas découper votre chemin en diagonale par des petits escaliers infiniment, avec des marches infiniment petites. Et donc, comment puis-je conjuguer ces deux théories qui ont un rapport au temps, une définition du temps, si radicalement différente? Bah, précisément, je ne peux pas. Et pourtant, je dois le faire. Ce que dit le principe équivalent d'Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience de physique qui permette au type dans la capsule de dire qu'il est là ou qu'il a accéléré la vie. La question que je pose, c'est est-ce que tu ne l'as pas dit à un moment donné, mais si les inégalités de Bell n'étaient pas violées, est-ce que ça n'aurait pas contredit des résultats qui... Étaient violés, tu veux dire. Si oui, n'étaient pas violés, pardon. Oui, mais là... Plus gigantesque d'expérience. Oui, mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. C'était pas mon problème. Moi, je suis un expérimentateur. Une chose, c'est que quand il y a une révolution en physique, en France notamment, mais pas seulement en France, on n'arrive pas à la penser comme une révolution. Parce qu'au moment où elle se produit, on ne comprend pas en quoi elle consiste. Et donc quand une révolution se produit, on l'a dit dans le vocabulaire et avec les concepts de la théorie qu'elle remplace. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en fait, l'algèbre en question, ça ne va pas être du tout quelque chose de simple à comprendre. Ça doit être l'algèbre des observables en gravitation. Alors là, il y a un pas énorme qui a été franchi, bien sûr, par Einstein avec la théorie de la relativité générale. Il n'empêche, on s'aperçoit très vite que même des questions très simples n'ont pas une réponse évidente. Et quand je parle d'observables en gravitation, par exemple, il y a toute une discussion très importante qui consiste à dire que si par exemple vous êtes dans l'espace vide, s'il n'y a pas de matière, etc., bien à ce moment-là, il y a, par exemple, la distance entre deux points, ce n'est pas une quantité observable au niveau gravitation. Il faut forcément que vous ayez des invariants. Et il y a une question qui se pose dès le point de départ. La question c'est, sommes-nous capables de dire où nous sommes? Ça c'est typique, si vous voulez, d'une question qui est une question d'apparence philosophique, mais qui est immédiatement reliée à un problème très profond en gravitation. Et alors vous voyez, si vous posez cette question, on dira qu'on est à Central Supélec, etc. Mais
vous comprendrez bien que tout ça, c'est anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on ne fait que se référer à des choses qu'on est censé comprendre, etc. Alors, des gens très savants vous diront, on donne nos coordonnées dans un système de relativité générale. Quel système on prend? Comment vous définissez ce système de manière invariante? Donc en fait, ça relie tout de suite à un problème mathématique qui n'est pas du tout évident. Et ce problème mathématique, si vous voulez, il se fait qu'il est relié à l'approche de la géométrie que j'ai développée, de la géométrie non commutative, et cette approche est une approche spectrale. De permettre l'existence de solutions correspondant à des particules neutres qui sont leurs propres antiparticules. Évidemment, on ne peut pas se visualiser un espace courbe, parce que quand on se visualise quelque chose, ça veut dire forcément qu'on le situe dans notre espace de représentation, qui est l'espace euclidien. Donc on ne peut pas plonger, c'est le terme qu'utilisent les mathématiciens, on ne peut pas mettre un espace à 3 dimensions dans l'espace euclidien à 3 dimensions. Donc jamais on ne pourra visualiser un espace courbe à 3 dimensions. Ce que la relativité interdit, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle impose qu'il y ait une vitesse limite, une vitesse qu'on ne peut pas dépasser quand on a une particule ou quand on veut échanger de l'information. Et je pense que personne au monde n'est capable d'expliquer ce qu'est un produit tensoriel non factorisable sans écrire des mathématiques, tout simplement. Et en plus, on ne peut pas prouver une théorie en physique. On ne peut pas la prouver pour une très bonne raison d'ailleurs, qui est que toutes les théories sont fausses. En fait, toutes les théories qu'on utilise seront un jour remplacées par de meilleures théories. Donc, de ce fait, heureusement qu'on ne peut pas les prouver, c'est qu'on se tromperait d'un point de vue mathématique. Et quand bien même on aurait un jour découvert la théorie ultime qui ne nécessite pas d'être remplacée, je doute de son existence, hein, mais on peut imaginer qu'on la découvre un jour, ce que je ne crois pas, eh bien on ne pourra de toute façon pas la prouver, puisque pour ce faire, il faudrait la mettre à l'épreuve de l'infinité d'expériences qui la testent, et mener chacune d'elles avec une précision infinie. Ce que la relativité interdit, en fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle impose qu'il y ait une vitesse limite, une vitesse qu'on ne peut pas dépasser quand on a une particule ou quand on veut échanger de l'information. Comme le montre l'ensemble de ces vidéos, la personne qui voudrait apporter un élément de réalité nouveau se trouverait devant une véritable ligne Maginot, puisque tous les domaines dont parlent les vidéos sont verrouillés par des expériences de pensée et par des expériences de physique concrètes qui interdisent certaines choses. Autrement dit, si vous voulez apporter un élément de réalité nouveau, vous devez changer la manière dont on voit la réalité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en attaquant le principe fondamental sur lequel repose le quantique, la relativité générale, la relativité restreinte. Mais bien avant existait un principe de relativité sur lequel s'est basé Einstein, c'est le principe de Galilée, qui fonde la totalité de la science moderne en 1632. Le principe de relativité de Galilée se passe sur un bateau. Il dit deux choses. Premièrement, tout corps lancé du haut du nier tombera toujours au pied du mât, et il n'y a pas d'exception depuis 400 ans. Deuxièmement, il dit qu'une personne qui est enfermée dans une cabine opaque de ce bateau sera dans l'incapacité de produire une expérience lui permettant de dire si le bateau est en mouvement, rectiligne uniforme ou à l'arrêt. Ceci dit, voici l'élément de réalité nouveau que j'apporte. En couplant un corps lourd et un corps léger à un ressort, eh bien, la chute des corps qui avant étaient couplés à une corde, la corde et le corps lourd et léger tombaient sans s'arrêter. Avec un ressort, ça ne se passe pas pareil. C'est-à-dire que la chute est discontinue, elle s'arrête temporairement pour laisser le temps au ressort de retrouver sa position au repos. Eh bien, maintenant il est très facile, maintenant que vous connaissez l'élément de réalité nouveau, nous allons faire le petit exercice avec Galilée lui-même, on va faire une expérience de pensée, on va se trouver avec lui au sommet du mât, et bon, on va lancer une boule lancée par Galilée, et la même boule couplée à un ressort lâché par Thierry Huygens. Eh bien, qu'est-ce que nous allons voir? Le corps lourd ou léger tendra le ressort, exactement comme s'il tombait seul, dans un premier temps. Ensuite, le ressort tendu
le corps lourd ou léger s'immobilisera à gravité zéro, alors que le corps seul continuera de tomber. Puis le ressort rejoindra sa position au repos, et seulement à ce moment-là, le corps lourd ou léger reprendra sa chute. Autrement dit, pendant ce temps suspendu, le bateau, s'il est en mouvement, violera, toute chose égale par ailleurs, la loi de la relativité de Galilée. Et donc, sans voir quoi que ce soit à l'extérieur des murs du bateau, je saurai s'il y a mouvement ou pas. Je pourrai dire au capitaine la direction plus la vitesse, et comme galiléen, je pourrais même me situer dans la topologie extérieure qui m'environne. Dans l'expérience d'Einstein de 1907, je pourrais violer exactement sur le même principe son expérience. Tout simplement parce que dans la cabine à l'arrêt sur Terre, je pourrais produire cet arrêt discontinu de la chute des corps, alors que le physicien qui se trouvera dans la cabine accélérée de manière rectiligne uniforme, par une sorte de corde, lui ne pourra pas reproduire une chute discontinue ni d'un corps lourd ni d'un corps léger. Et donc cette seule différence marquera un écart radical. Et le physicien n'a pas le droit de me voler l'idée. Pour terminer, la chute curviligne discontinue et différenciable des corps que j'apporte viole le cours du temps, le principe de relativité de Galilée et d'Einstein, à entropie nulle. La causalité, la courbure de l'espace-temps, le quantique sont bien incomplets, et la synchronisation GPS fait perdre aujourd'hui une dimension fondamentale. En violant ce socle, une énergie de mouvement non commutative, sans masse, invisible depuis 2500 ans, apparaît dans la lumière retrouvée. Le mouvement inertiel des corps devient observable et pensable, mais reste non commutatif à la physique et aux mathématiques 100% réversibles. Croire que la violation d'une très vieille image sur laquelle reposent tous les fondements de 2019 n'a aucun rapport avec le monde d'aujourd'hui, c'est n'avoir strictement rien compris à l'histoire de la chute des corps. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre? Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui quand on part d'une idée d'un génie, il n'y en a que 5, qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui dans la traduction? C'est-à-dire que l'irréversible, on le perd. Toutes nos lois fondamentales sont réversibles. Et donc, en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement, je ne saurais pas dire, hein, mais